Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire consacré au regard croisé sur l'expertise en construction, le juge, l'avocat et l'expert, dans lequel trois personnes interviendront pour vous présenter cette thématique. Nous avons Thierry Azéma, qui était anciennement juge des référés et du fond, ainsi que président de la chambre de construction du tribunal judiciaire de Marseille. Il est président actuellement de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble. Juliette Mel, docteur en droit, avocat associé et responsable de la commission marché et travaux OPA chargée de l'enseignement à l'université de Créteil et à l'université de Paris-Saclay. Et Christian Gentilletti, expert près de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et de la cour administrative d'appel de Marseille. Donc, je vais tout de suite laisser la parole à Juliette Mel. Pour le démarrage de ce webinaire. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur un thème qui nous préoccupe tous, puisque l'expertise judiciaire dans le domaine de la construction est incontournable, et j'allais dire incontournée. Pourquoi? Bien déjà parce qu'on note une importante dégradation de la sinistralité observée ces dernières années. Si l'on en croit les chiffres de la Fédération française des assurances, il y a plus 52% de sinistres en 10 ans, ce qui ouvre des perspectives de contentieux assez intéressantes. Et parallèlement à cela, une hausse très importante de l'augmentation, une hausse des dossiers contentieux, c'est-à-dire finalement une judiciarisation des litiges au détriment d'une solution amiable. Parallèlement à ce phénomène qui a été observé, les sinistres coûtent de plus en plus cher puisque ces mêmes assureurs disent que les sinistres ont un coût 7,5 fois plus important que les sinistres amiables, ces sinistres judiciaires, et donc ça augmente le coût des sinistres pris isolés. Alors du coup, on se demande finalement pourquoi est-ce qu'il y a autant d'expertise judiciaire. Est-ce que l'expertise judiciaire est une mesure à tout faire si l'on essayait d'être un peu caustique? Pourquoi est-ce qu'on peut se poser la question? Déjà parce que, on le sait, c'est une mesure qui est presque ordonnée automatiquement. Il est très difficile de s'opposer à une demande d'expertise judiciaire, que l'on soit sur le fondement des articles 808 et 809 du Code de procédure civile ou sur celui de l'article 145. À tel point que le point de vue de l'avocat, c'est qu'on essaye à peine de s'opposer à cette demande quand elle est formulée, et vraiment, indépendamment des cas manifestes de prescription où les hypothèses où l'intervenant n'est absolument pas concerné parce que, par exemple, il y a une erreur ou qu'il n'est même pas intervenu sur le chantier, c'est très difficile de s'opposer. Et je vous donne des exemples, un exemple qui revient souvent. C'est lorsqu'on intervient pour un assureur, quand bien même ces garanties ne seraient pas mobilisables et que ce ne serait pas l'assureur en risque, on ne pourra pas demander à ce qu'il soit mis hors de cause au stade des référés. Bien souvent, le juge des référés dira « Attendez, oulala, la police, c'est une question qui relève de l'interprétation des juges du fond. Je ne suis pas concernée, vous verrez ça », ce qui oblige l'assureur en question à suivre des années d'expertise judiciaire et une procédure au fond pour finalement demander sa mise hors de cause. Donc ça, c'est un vrai sujet. Pourquoi est-ce que les expertises sont un petit peu ordonnées automatiquement, d'autant qu'elles sont trop longues, ces expertises. On peut parler d'une véritable explosion de la durée des expertises. La durée moyenne d'une expertise était de 10 mois en 2011, elle est de 16 mois en 2017, et les derniers chiffres la font dépasser 20 mois. Ce qui vient évidemment augmenter de façon significative la durée moyenne du procès, puisque à l'issue de l'expertise judiciaire, il y a souvent une procédure au fond. Évidemment, j'imagine que la Covid ne va pas améliorer ces statistiques, puisque, comme vous le savez, un certain nombre de dossiers ont été soit carrément gelés, soit significativement retardés. Alors ça, c'est la première chose. Pourquoi est-ce qu'il y a autant d'expertise alors que la durée moyenne de l'expertise est si longue? Et puis, en plus d'être longue, elle est coûteuse, cette expertise. Là aussi, on parle d'une explosion des coûts d'expertise. 80 millions d'euros en 2011, budget annuel, 240 millions d'euros en 2017.
C'est-à-dire que là où le budget moyen des sommes consignées était de 1 700 € en 2011, il est de presque 6 000 € en 2017. Alors, que s'est-il passé? Est-ce qu'on fait plus d'investigations? Est-ce que les experts sont meilleurs? C'est pour Monsieur Gentiletti. Est-ce qu'il y a une vraie plus-value qui a été apportée? Ça, c'est une vraie question qui se pose. Et puis enfin, pourquoi est-ce que l'expertise, c'est encore la question qui se pose, pourquoi est-ce que l'expertise ne mène pas plus souvent à la transaction? En construction, c'est très rare d'aboutir à une transaction à l'issue d'une expertise judiciaire, à part quand les experts ne déposent jamais, puisque ça arrive, je ne citerai pas de nom, c'est-à-dire qu'ils finissent par user littéralement les parties tellement c'est long, si bien que par voie d'usure, elles finissent par essayer de transiger entre elles, mais sinon, c'est très rare d'aboutir à une transaction à la suite. Pourquoi? Eh bien, parce que les rapports ont tendance à figer les choses et à cristalliser la position des parties, ce qui rend compliqué la voie amiable après. Pourtant, cette voie amiable, c'est l'avenir. C'est l'avenir. Et à tel point que devant le juge administratif, depuis un décret du 2 novembre 2007, le juge administratif a, lui, la possibilité de donner à l'expert la mission de tenter la conciliation. Alors, c'est partant de ce constat qu'on s'est posé la question de savoir finalement pourquoi il y avait autant d'expertise et quels étaient les problèmes qui étaient posés et comment les résoudre, enfin en tout cas essayer de donner des pistes pour y réfléchir, en s'articulant autour de deux grands pôles. Premier, la déontologie de l'expert judiciaire, second pôle, la mission de l'expert judiciaire. Autour de chaque pôle, vous aurez le point de vue et le rappel de la règle de droit, mais surtout, je dirais, le point de vue de certains des intervenants aux opérations d'expertise judiciaire, puisque vous allez me dire, il manque les experts amiables. Oui, mais c'est très compliqué de faire venir les experts amiables, et il manque aussi les parties, mais là encore, c'était très compliqué de faire intervenir tout le monde, sauf à faire carrément une table ronde. Donc, on a pris finalement, je dirais, presque par chauvinisme, les trois principaux, à savoir la position du juge, donc le juge chargé du contrôle et juge du fond, la position de l'expert judiciaire et la position de l'avocat. Alors, sans plus tarder, on entre de plein fouet dans la première partie, qui revient à aborder non pas toutes les règles de déontologie de l'expert judiciaire, puisqu'il ne s'agit pas de faire un inventaire à la Prévert, mais de parler des points qui posent le plus de difficultés en pratique, que ce soit durant l'expertise judiciaire ou à l'issue de cette expertise judiciaire, c'est-à-dire dans le cadre de la procédure derrière. Alors, quels sont les trois points saillants que nous souhaitons mettre en exergue ce soir? D'abord, les problématiques d'impartialité qui semblent, de mon point de vue, puisque là, je parlerai en tant qu'avocate, de plus en plus récurrents, ces problématiques d'impartialité. Alors, la question, c'est comment est-ce qu'il faut les traiter? Que peut-on faire devant le juge? Et finalement, qu'en pense l'expert? Deuxième grand pôle, le problème de la compétence. Donc là aussi, on ne va pas y aller par quatre chemins. Qu'est-ce qu'on peut faire si l'expert est incompétent? Est-ce qu'il y a des moyens de faire quelque chose par rapport à ça, puisqu'on sait que bien souvent, à la suite, le juge, même s'il n'est pas lié par les conclusions du rapport, il a quand même une tendance naturelle à les entériner, et c'est bien normal. Et enfin, le troisième temps, c'est la question je ne dirais pas à 1 euro, mais la question qui est finalement de plus en plus posée aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut aller chercher la responsabilité de l'expert judiciaire, soit parce qu'il s'est trompé, soit parce qu'il a été trop long, soit parce qu'il a carrément commis des fautes, soit parce qu'il a été négligent, on peut tout imaginer. Est-ce que c'est possible d'aller chercher sa responsabilité? Vraiment possible? Est-ce que ça aboutit à quelque chose? Et comment ça se passe? Alors, premier point, dans la déontologie de l'expert judiciaire, premier point, la problématique de l'impartialité. Et je passe la parole à Monsieur Azéma, qui va nous rappeler les grandes règles applicables en matière d'expertise judiciaire à ce sujet. Merci, Mme Bell. Donc, le technicien qui est commis par le juge est choisi en fonction de ses qualifications.
et il doit accomplir personnellement sa mission. Là, ce sont les articles 232 et 233 du Code de procédure civile qui nous l'indiquent. Et en application de l'article 237 du même code, il doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. Donc là, c'est essentiellement la notion d'impartialité qui nous intéresse. Donc le technicien commis, l'expert judiciaire, peut être récusé pour les mêmes causes que le juge. Donc la demande, on verra plus tard, doit être formée soit devant le juge qui l'a commis, soit devant le juge chargé du contrôle, dès la révélation de la cause de récusation. Et l'article 2 du décret du 23 décembre 2004, qui a été modifié par le décret du 19 juillet 2007, précise qu'une personne physique ne peut être inscrite ou réinscrite sur une liste d'experts que si elle réunit différentes conditions, notamment de n'exercer aucune activité incompatible avec l'indépendance qui est nécessaire à l'exercice de ses missions judiciaires d'expertise. Donc, les notions d'indépendance et d'impartialité sont liées. Alors, être impartial, c'est d'abord n'avoir aucun parti pris dans son fort intérieur. Et c'est la Cour européenne des droits de l'homme qui énonce que si l'impartialité se définit d'ordinaire par l'absence de préjugés ou de parti pris, elle peut, notamment sous l'angle de l'article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, s'apprécier de diverses manières. On peut distinguer sous ce rapport entre une démarche subjective essayant de déterminer ce que tel juge, ou en l'espèce tel expert, pensait dans son fort intérieur en telle circonstance. Donc ça, c'est la notion d'impartialité subjective, où nous dit la Cour, une démarche objective amenant à rechercher s'il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime. Donc, dans la conception objective, la question est de savoir si, indépendamment de la conduite personnelle du juge ou de l'expert, certains faits vérifiables autorisent à suspecter l'impartialité de ce dernier. Il y a la jurisprudence de la Cour de cassation, mais globalement, il y en a quand même très peu. J'ai trouvé un arrêt intéressant qui a été rendu le 30 novembre 2017. Donc, c'était le membre d'un cabinet d'avocats qui était trésorier d'une association dont l'expert était président. Donc, on peut penser qu'il y a une difficulté, et pourtant la Cour de cassation a considéré que lors de la désignation de l'expert qui était président de cette association, l'avocat qui était trésorier de cette association n'était plus le conseil d'une partie depuis près d'un an. Et donc la Cour de cassation a validé la position de la Cour d'appel qui était de considérer qu'il n'existait aucun manquement de l'expert au principe d'impartialité. Donc, il y a d'autres arrêts qui sont un peu plus anciens sur cette notion d'impartialité. La Cour de cassation a également considéré qu'une partie n'était plus recevable à invoquer lors d'un pourvoi en cassation la violation de l'article 6, paragraphe 1, résultant d'un défaut d'impartialité d'un expert, dès lors qu'elle n'avait pas fait usage de la possibilité de récuser l'expert en application de l'article 234 du Code de procédure civile avant le début des opérations d'expertise. Et donc, pour la Cour de cassation, si une partie connaissant une cause de récusation n'en fait pas état au cours des opérations d'expertise, elle est censée renoncer sans équivoque à se prévaloir de ce droit. On pourrait indiquer que l'indépendance est une situation objective qui résulte de l'absence de lien de dépendance, alors que l'impartialité résulte d'un état d'esprit. Mais comme je le disais tout à l'heure, ces deux notions sont liées et la notion d'impartialité objective se rapproche de la question de l'indépendance. Je vais maintenant passer la parole à Monsieur Gentiletti qui va évoquer l'influence des partis. Merci. Bonsoir à tous. Alors, bien évidemment, si j'écoute de façon frontale ce qui vient d'être dit, l'expert est long et cher, et son rapport, quand il existe, ne sert à rien.
Bien évidemment, si je suis là, c'est que je ne suis pas du tout dans cet état d'esprit, ce qui est d'ailleurs pas du tout ce qu'a dit Juliette Mel, bien sûr. L'expertise, quand elle est correctement et bien ordonnée, elle a une grande vertu, pour autant que celui qui va l'administrer, l'expert, se trouve dans sa parfaite position, qui est celle qu'on a qualifiée d'impartialité. Je préfère aussi, si vous permettez, la notion d'indépendance. Dans l'impartialité, on rentre dans un champ lexical dans lequel on arrive vite à une notion de jugement. Une des grandes règles de la conduite de l'expertise civile et des autres, c'est que l'expert ne va jamais émettre d'avis en droit. C'est un élément important qui fait que, en ce faisant, déjà, il n'y aura pas vraiment de problème lié à l'impartialité et sa position devra être par contre parfaitement indépendante. Alors, l'indépendance de l'expert n'a pas besoin de se prouver, elle est tout simplement pour une raison simple, c'est que l'expert qui a choisi d'accepter sa mission l'a fait dans un cadre qui est strict, qui est contraint. Il n'acceptera pas une mission dans laquelle se trouvent placés des gens qui lui sont trop proches. Évidemment, famille, alliés, anciens employeurs, clients, etc., etc. Je ne vous en fais pas la liste exhaustive. Du moment où il a pu accepter sa mission, ça veut dire qu'il en a déjà l'indépendance nécessaire et donc, par voie de conséquence, l'impartialité. Alors, l'indépendance, c'est qu'il n'est pas lié ou qu'il n'est pas soumis à quoi que ce soit. C'est aussi fondamentalement la position de l'expert, puisque l'expert est celui qui administre une expertise et qui, en matière civile, reste l'affaire des parties. C'est un point important. Alors, comment a-t-il été choisi cet expert pour être aussi indépendant que je suis en train de le décrire? D'abord par ses compétences propres, qui fait qu'il a été admis sur une liste, pour sa probité, pour son indépendance. Les règles d'admission sont bien connues, ce qui lui confère déjà un brevet d'indépendance. Il a été choisi pour ses compétences techniques, je pense qu'on va en parler juste après, et il va remplir une fonction. C'est peut-être là aussi où son impartialité et son indépendance vont être encore plus faciles à mettre en œuvre s'il admet le principe qu'il remplit une fonction. Entouré d'un certain nombre d'intervenants à l'expertise, dont deux exercent un métier, le juge et l'avocat. L'expert, lui, a une activité, une autre activité, est issue d'une activité professionnelle et exerce une fonction le temps qui lui a été de l'expertise et qui lui a été confiée par la juridiction qu'il a ainsi décidé. La juridiction et même quelquefois les avocats qui, à la base… Juste, Christian, je me permets de vous interrompre un instant. Est-ce que vous pouvez parler plus fort ou plus près du micro? Parce que je crois qu'on entend de façon assez éloignée, si je puis me permettre. Je me rapproche volontiers. Donc, merci. Donc, nous sommes donc aussi choisis par la juridiction et quelquefois par les avocats qui ont soit sollicité, soit émis un avis, soit accepté la nomination de l'expert. Ce qui veut dire que l'expert rentre dans son expertise dans une condition qui est finalement idéale. Et pour en conclure, la situation idéale étant celle où il a parfaitement respecté les règles d'acceptation ou de refus, ce sont les cas où il ne connaît strictement personne. C'est la situation idéale, c'est la situation idéale. J'en termine sur ce point, je vous parlerai peut-être un peu de compétences. À Juliette, je vous redonne la parole. Alors, moi, j'interviens sur deux axes pour rebondir sur ce que vous dites, parce que
Il y a une liste et que cette liste, il y a une inscription avec une liste d'experts. Néanmoins, on a quand même l'impression que cette liste, elle est, je dirais, difficile à remettre en cause. Pour exemple, dans un arrêt rendu le 18 février 2016, que vous pourrez trouver sous le numéro 15-60-264, eh bien, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a considéré qu'il n'y avait pas une incompatibilité en soi pour un expert qui a travaillé pendant plusieurs années auprès de compagnies d'assurance en tant qu'expert amiable pour devenir expert judiciaire. Donc, ça peut paraître un petit peu étonnant, mais déjà, on a une relative souplesse quant aux potentielles incompatibilités pour l'inscription sur les listes. Alors, une fois qu'on est inscrit sur la liste, on peut être désigné. Alors, une fois qu'on est nous, avocats, quand on connaît bien les juges, parfois on peut souffler un nom, mais on ne sait jamais. Quand l'avocat souffle un nom au juge, déjà, ce n'est pas forcément admis, et puis on ne sait jamais finalement quel est son degré d'appointance avec l'avocat ou les parties considérées. Or, une fois qu'il est désigné, cet expert judiciaire, eh bien, nous est ouverte la voie de la demande de récusation. En effet, qu'on forme devant le juge. Néanmoins, les cas de récusation sont très strictement listés, puisque ce sont les mêmes que ceux du juge. Donc, c'est l'article 341 en plein milieu du Code de procédure civile. Et ces cas de récusation, ils sont vraiment très compliqués à mettre en place. Alors, on vous dit si lui-même ou son conjoint, par exemple, a un intérêt personnel à ça, s'il y a un lien, s'ils sont parents, s'il a précédemment connu de l'affaire, tout ça, ça semble être des généralités ou je dirais des cas grossiers, mais en pratique qui paraissent assez difficiles à mettre en œuvre. Alors, on a pu trouver quelques exemples. Monsieur Azéma en a cité quelques-uns. J'en ai d'autres, comme l'existence de relations familiales entre les parties, Cour d'appel de Rouen, 19 juin 1979, ou encore un expert qui avait participé à un déjeuner avec l'une des parties, Cour d'appel de Grenoble, 31 mai 1990, ou un expert qui avait suscité la polémique en écrivant un article extrêmement critique à l'égard d'une des parties au procès, civil 2e, 6 mai 2004. Mais en dehors de ces cas-là, en vrai, dans la vraie vie, si j'ose dire, il est quand même assez compliqué d'obtenir la récusation de l'expert judiciaire. Or, quand on ne l'a pas, c'est un vrai problème. Pourquoi? Parce que la partie qui demande une récusation est obligée d'en avertir l'expert concerné ainsi que les parties. Donc, on imagine que même évidemment, s'il n'y a pas de sanction express verbis contre l'avocat qui a demandé la récusation, on imagine quand même les relations qu'ils peuvent avoir à la suite dans le cadre des opérations d'expertise. Et ça, j'imagine, vous en avez tous sans doute des exemples en tête. Moi, j'ai un dossier qui pèse plusieurs millions où la partie, une des parties qui était un petit peu, je dirais, perdante ou malmenée, pour simplifier les choses, par un expert judiciaire, a demandé à 3 reprises pendant les opérations d'expertise sa récusation, et la réponse du juge chargé du contrôle a toujours été de dire non. L'expert judiciaire, évidemment, n'a rien dit, mais je ne pourrais pas vous lire ses notes, mais je peux vous dire qu'on a senti très clairement qu'il était agacé par ces demandes répétées de récusation auprès du juge, et je ne suis pas certaine que ça ait aidé le dossier et que ça ait porté le dossier. Donc, on doit malheureusement s'interroger à 2 reprises sur les conséquences que peuvent avoir cette récusation, qui est très compliquée à obtenir en pratique. Et alors, comme l'a répété à juste titre M. Azéma, si on ne fait rien, on ne peut plus rien faire après. On ne peut plus rien faire après, parce qu'évidemment, on est assez malvenu d'avoir laissé courir les opérations d'expertise pour ensuite, du dépôt du rapport, aller soulever la nullité d'opérations d'expertise après devant le juge du Chanfron pour un problème notamment d'impartialité, puisque c'était ça le sujet. Et cette impartialité, elle est très rarement admise. L'exemple récent, c'est cet arrêt de la Cour d'appel de Chambéry du 26 janvier 2021 qu'on a pu trouver,
où on vous dit qu'il faut prouver l'interférence entre les intérêts de l'expert et celles des parties. Donc, autant dire que, pour reprendre une expression latine, et après j'en finirai, mais je vais quand même un petit peu faire mon avocate, probatio diabolica, c'est-à-dire qu'on demande un peu, sauf à faire un travail d'enquête sur toute la vie de l'expert judiciaire, mais comme l'a relevé l'un d'entre vous sur le chat, les experts judiciaires, ils sont, et c'est pour ça qu'ils sont bons et qu'ils sont experts judiciaires, ils sont souvent issus de la pratique. Il y a l'un d'entre vous qui relevait que les experts judiciaires en ferroviaire sont souvent d'anciens salariés de la SNCF, oui, et c'est ça qui les rend bons et qui conduit à leur inscription sur les listes. Alors évidemment, après, quand vous vous retrouvez dans un dossier et qu'il y a la SNCF, bah, ça pose forcément question. Je ne sais pas ce qu'en pense M. Gentiletti et M. Azéma, mais en tout cas, du point de vue de l'avocat, ça semble un petit peu vain. Finalement, ces règles de droit semblent assez théoriques. Alors, si vous permettez, sur le point de la récusation de l'expert. D'abord, nous, experts judiciaires, on a besoin d'être protégés. Et c'est majoritairement le cas. Pour autant que nous ayons conduit notre mission dans les règles que j'ai décrites rapidement précédemment, où mon indépendance n'a pas pu être mise en doute et ma compétence était nécessaire et suffisante pour conduire la mission jusqu'à son terme. On dira que l'expert doit être capable de purger le débat technique posé par les chefs de mission, qui sont en fait des questions posées par le juge à l'expert. Mais j'ai besoin en tant qu'expert d'être protégé pour ne pas risquer d'être déstabilisé tout au long de la conduite de ma mission par des manœuvres ou même des techniques qui conduiraient à mettre en doute mon impartialité, ma capacité de conduire à la mission, etc., etc. Moi, je pense peut-être que c'est la faiblesse du formateur que je suis, puisque je forme une partie des experts des cours d'appel de Marseille et d'Aix, et y compris en formation continue. Je pense que c'est dans la formation qu'on va proposer à nos experts, et notamment aux nouveaux, que ces questions-là se régleront. Par contre, il existe toujours des cas de récusation qui restent possibles pendant toute la conduite de l'expertise et notamment à la fin. C'est toutes les questions qui relèvent du respect du contradictoire. Si l'expert ne respecte pas correctement le contradictoire, il est naturel que l'un des avocats, celui qui a intérêt ou celui qui se trouve le plus mal placé dans la situation de l'expertise, s'en plaigne au juge, en général le juge du contrôle, et que le juge du contrôle puisse aller jusqu'à la récusation de l'expert judiciaire qui n'aurait pas conduit sa mission conformément à la règle. Moi, expert judiciaire et formateur, je suis parfaitement favorable. Parce que c'est une façon de faire en sorte que notre fonction, encore une fois, je ne parle forcément pas de profession, mais de fonction, eh bien, soit parfaitement tenue et que ces expertises soient conduites jusqu'au bout. Et à titre personnel, je pourrais vous raconter plusieurs expertises où arrivé après la remise de la note de synthèse, aujourd'hui document de synthèse, j'ai été sollicité par un avocat, ce m'est arrivé quelques fois, qui a considéré que je n'avais pas suffisamment bien respecté ce sacro-saint principe du contradictoire. Après avoir montré la façon dont j'avais conduit au juge qui en était en charge, j'ai été maintenu dans ma fonction, j'ai remis mon rapport, j'ai été taxé parce que je n'avais rien à me reprocher. Là, il faut que je sois soutenu. Par contre, quand l'expert commet des erreurs techniques qui peuvent être graves, il faut absolument qu'il soit sanctionné. C'est de sa responsabilité. Alors, ça fait une transition vers le deuxième point qui est la compétence des experts. Alors, peut-être que M. Azéma peut nous rappeler les règles. Oui. Donc, le juge doit limiter
le choix de la mesure à ce qui est suffisant. Donc, normalement, c'est le plus simple et le moins onéreux. Dans la plupart des cas, ce sera l'expertise judiciaire. Et l'article 232 indique que le juge peut convaincre toute personne de son choix pour l'éclairer, donc soit par une consultation, constatation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert à la limite d'un technicien. Donc, quel va être le technicien choisi? Il y a une liste pour chaque cour d'appel et une liste pour la Cour de cassation qui est indicative. Et l'article 265 qui a été réformé par le décret du 24 décembre 2012 qui fait suite au rapport sur l'expertise judiciaire conduit par Mme Bussière, qui était à l'époque première présidente à Bordeaux, donc qui prévoit que le magistrat peut désigner plusieurs experts, mais peut également désigner un expert qui ne figure sur aucune liste. Donc, il faut qu'il y ait une motivation pour indiquer le choix d'un expert qui n'est pas sur une liste. Le choix d'un expert sur une liste, c'est une garantie, peut-être théorique, mais c'est une garantie que l'expert a suivi une formation et a des compétences techniques, parce qu'il est, en effet, appel à lui parce qu'il est technicien, mais aussi de procédure. Minimum de connaissances de procédure pour respecter les principes de procédure civile, contradictoire et tous les autres principes. Mais, donc je disais, le magistrat peut également désigner des personnes qui ne sont pas inscrites sur une liste. La pratique que j'avais quand j'étais juge des référés à Marseille, c'était de désigner des personnes qui n'étaient pas inscrites, sous la condition préalable que ces personnes avaient fait une démarche, soit auprès du juge chargé du contrôle, soit auprès du juge des référés, pour se présenter et pour justifier d'une formation, soit auprès de la compagnie régionale d'experts judiciaires, soit à l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence, il y a également une formation, mais il fallait qu'il y ait un minimum de formation en termes de procédure. Parce que pour pouvoir être inscrit sur une liste d'une cour d'appel, il faut avoir un minimum d'expérience. Et pour avoir un minimum d'expérience, il faut avoir déjà conduit quelques expertises. Donc, en quelque sorte, ces désignations étaient probatoires pour permettre aux techniciens concernés de pouvoir un jour prétendre à être inscrits sur une liste, sous ces réserves d'une formation préalable. Comme le disait aussi Christian Gentilietti tout à l'heure, et également Juliette Mel, quand j'étais juge des référés, il arrivait que des avocats suggèrent un nom d'expert et je pouvais y faire droit en ayant évoqué le sujet à l'audience avec tous les avocats présents, parce qu'en la matière, le juge qui reste dans une juridiction pendant un certain nombre d'années et les avocats qui sont spécialisés en la matière connaissent les experts. Et généralement, il y a un consensus sur la compétence de certains experts. Et donc, il n'y a pas de difficulté pour qu'il y ait une désignation après un consensus. Donc, formation préalable, formation continue également lorsque la Cour d'appel statue sur les demandes d'experts inscrits de façon probatoire ou de réinscription. Il y a une vérification du suivi de la formation continue. Et un expert qui ne se formerait pas ne serait pas réinscrit. Je pourrais en dire plus sur les conditions de désignation, mais je vais peut-être m'arrêter là, parce que le temps avance. Et je vais laisser la parole à Juliette Mel. Et c'est la Christian Gentilietti de donner son avis. Est-ce qu'il accepte et est-ce qu'il refuse des missions? Est-ce que ça lui... Oui, bien sûr. Alors, sur la compétence, il faut se rappeler qu'on est choisi 3 fois dans notre parcours d'expert. Une première fois parce qu'on a fait une demande à la Cour de son lieu de travail ou de son domicile, qui nous a admis comme étant compétents et pouvant suivre ses missions avec les règles que vient de rappeler Thierry Zema, bien sûr, une nécessaire formation à la procédure expertale. Malheureusement, ce n'est pas vrai dans toutes les cours d'appel de France, il faut le retenir. En tout cas, dans celle dans laquelle j'interviens, c'est une absolue nécessité et même les formations ont une forme de labellisation, si je puis dire, c'est-à-dire que les deux formations ou 2 ou 3 formations sont strictement nécessaires pour être admis. Donc, on est choisi une première fois. Ensuite, quand on est admis à la cour d'appel, en général, on demande notre admission dans une compagnie d'experts
qui est une compagnie soit généraliste, soit spécialisée. Il en existe par exemple autour de la construction et de l'immobilier, travaux publics, industrie. Là aussi, il y a des commissions d'admission qui font que tous les experts admis à la Cour ne sont pas tous forcément inscrits dans une compagnie. C'est un deuxième choix. Et puis, il y a évidemment le troisième choix qui fait que l'expert a été accepté, a été nommé à la barre, comme Thierry vient de nous le rappeler. Donc, c'est quand même 3 nominations successives. Pourquoi j'en viens là? C'est parce que normalement, l'expert est réputé censé être compétent dans le domaine dans lequel il exerce. Alors, la question que vous m'avez posée, Juliette, c'est est-ce qu'il vous arrive de refuser des missions? Bien sûr, quand je me retrouve à devoir suivre une mission pour laquelle ma compétence est de par trop éloignée. Alors, je vous rappelle la règle commune qui fait que quand l'expert trouve une difficulté sur son chemin sur un point particulier de sa mission, la règle commune étant de faire appel à un sapiteur. Sans rentrer dans les détails de la cuisine interne, un sapiteur est en général un autre expert, souvent également issu d'une cour d'appel, normalement formé, qui vient compléter sa compétence. Mais compléter, l'expertise ne se sous-traite pas. Donc, l'expert qui est spécialisé dans un domaine devra refuser une mission dans laquelle il n'a aucune compétence ou une compétence très insuffisante. C'est comme ça que la compétence n'a plus à se prouver, puisque quand vous avez accepté une mission qui vous convient bien, vous n'avez plus beaucoup de difficultés pour la conduire. Thierry Azéma nous l'a dit, les juges finissent par connaître les experts et vont nous flécher en fonction de nos compétences. Allez, il arrive même qu'on reçoive un expert expérimenté. Ce n'est peut-être pas le cas d'un expert débutant, mais c'est maintenant, heureusement ou malheureusement, mon cas. Il m'est arrivé quelquefois d'être nommé dans des missions où ma compétence originelle n'est pas strictement le cœur du litige. Eh bien, le juge me dira, en me sollicitant, j'ai plus besoin de votre compétence expertale que de votre compétence technique. Je sais que vous saurez prendre le bon sapiteur si le besoin ça me fait sentir, mais vous avez quand même la compétence globale. Ça peut arriver. Pour autant, la bonne solution, ça reste quand même que l'expert choisisse d'exécuter une mission dans laquelle il maîtrise aussi complètement que possible le sujet. Rappelons-nous que les experts sont souvent des gens qui ont un parcours professionnel qui se compte en décennies, des diplômes qui sont souvent des diplômes supérieurs, architectes, ingénieurs, géomètres, etc. Et un parcours professionnel par la succession de choix qui ont été faits, qui est souvent un parcours sans faille ou tout au moins de qualité. Donc, là aussi, je disais tout à l'heure, la compétence ne se prouve pas, l'indépendance ne se prouve pas. Je dirais que la compétence, quand les choses sont bien mises en place, vous sentez l'accord qu'il doit y avoir entre le juge, l'avocat et l'expert. Ce n'est pas pour rien que nous sommes là tous les trois ce soir. C'est parce qu'il faut qu'il y ait des échanges. Le juge va devoir pouvoir appeler, ça nous arrive très souvent qu'un juge nous dise « j'ai une mission qui peut être délicate, est-ce que vous pensez être compétent pour ça ?» C'est là, il faudrait répondre « probablement pas ». Vous voyez, voilà, de l'échange va s'installer la qualité de l'expertise. Par parenthèse, je vois sur le chat une question sur la compétence des experts qui sont quelquefois des experts d'assurance. Eh bien, le fait d'être expert d'assurance ne minimise pas la qualité, la compétence et la qualité technique d'un expert qui peut être conseil technique de partie. Pour ce qui me concerne, je pense que les conseils techniques de partie sont des participants à l'expertise et le rapport peut être intéressant pour la recherche de la vérité technique. Voilà, Juliette.
Alors, je rebondis sur ce que vous disiez parce que c'est vrai que normalement, l'expertise judiciaire se sous-traite pas. C'est l'article 233 du Code de procédure civile qui nous dit. Néanmoins, l'article 278 vient tout de suite préciser que l'expert peut demander l'avis d'un sapiteur et moi, il est quand même relativement fréquent dans un certain nombre de dossiers gérés par le cabinet auquel j'appartiens, d'avoir un expert judiciaire. On a plutôt l'impression qu'il joue le rôle de finalement manager d'expert, puisque finalement il va prendre un expert pour tel problème technique, un autre expert, enfin un sapiteur pardon, pour tel problème technique, un autre sapiteur pour tel autre problème technique, un sapiteur pour les préjudices. Évidemment, ça fait énormément gonfler les coûts de l'expertise et finalement, on se demande un peu, à part servir de chef d'orchestre, à quoi sert cet expert judiciaire. Alors, d'autant que le problème de la compétence de l'expert, c'est un peu une lame de fond hein, pour nous, avocats, parce que de mon point de vue, et je lâche exprès le pavé dans la mare, puisque c'est un peu mon rôle aujourd'hui, de notre point de vue, la compétence des experts judiciaires, il y a tout, hein, c'est comme dans la vraie vie, hein, j'imagine que pour les avocats c'est pareil, il y a tout sauf qu'on peut changer d'avocat et demander à un avocat de succéder à un autre, mais que ce n'est pas possible de demander la récusation d'un expert pour incompétence. Donc souvent de façon déguisée, on essaye d'invoquer son manque de partialité, on essaye de trouver qu'il y a un problème sur le contradictoire, mais le vrai problème de fond qui est son incompétence ne peut pas se traduire par une demande de récusation, puisqu'on l'a vu, les demandes de récusation sont expressément listées à l'article 341 du Code de procédure civile. Donc, il n'est pas possible de demander la récusation de l'expert sur ce motif-là. Et on vous a trouvé 2 exemples récents rendus par les juges du fond. Alors, l'autre voie qui s'offre à nous, c'est d'essayer de penser à la contre-expertise. C'est-à-dire, une fois le rapport déposé par cet expert incompétent, on se dit, oh là là, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il est possible de demander une contre-expertise devant le juge? Et là encore, malheureusement, la réponse n'est pas satisfaisante, puisque la contre-expertise est extrêmement compliquée à obtenir. Et pour reprendre les critères, il faut déjà prouver la survenance d'un élément nouveau, c'est-à-dire un élément qui se serait produit après la première expertise, qui viendrait justifier finalement qu'il y en ait une seconde. Donc ça, évidemment, c'est très compliqué, puisque surtout dans le domaine de la construction, généralement, il y a un désordre. Donc voilà, on a fait X mois ou années d'expertise sur ce désordre. Donc, s'il y a un autre désordre, on demande une autre nouvelle expertise. On ne demande pas une contre-expertise. Donc, c'est vraiment très compliqué d'aller chercher un événement nouveau, mais qui permette quand même de rattacher et de refaire faire le boulot à l'expert, puisque c'est ça derrière. Et puis, le deuxième point qui rend très difficile la demande de contre-expertise, c'est tout simplement que le juge, en théorie, n'est jamais lié par les conclusions de l'expert. Et ça, c'est toujours ce qu'on nous répond en face et ce que répondent les juges en disant « mais voyons, il n'y a pas de problème, même si l'expert est incompétent, puisque le juge n'est jamais lié. » Donc, c'est vrai que ce problème de compétence, même si on n'apportera pas forcément la question ce soir, est un véritable sujet, notamment dans le domaine de la construction, qui est un domaine éminemment technique, puisque là, vous avez décrit une situation idyllique et finalement, on a tous envie d'aller plaider à Aix-en-Provence ou à Marseille, où on n'a que des juges super diligents qui décrochent leur téléphone en disant « Bonjour, voilà, est-ce que vous êtes compétent pour statuer sur ce dossier ?» Et là, le juge, en son âme et conscience, dit oui ou non. L'expert, pardon, en son âme et conscience, dit oui ou non. Mais malheureusement, la situation n'est pas toujours ainsi et quelquefois, des experts acceptent des missions pour lesquels ils ne sont pas compétents, soit parce qu'il n'y a pas d'autres compétences dans la liste des inscrits, ça arrive. Nous, au cabinet, on a des dossiers parfois extrêmement techniques sur des points très, très avant-gardistes où il y a très peu de littérature scientifique sur le sujet, etc. Et on sent que les experts sont un peu démunis face à la situation et
Et j'ai même un dossier où l'expert a rendu son tablier, c'est-à-dire qu'il a lui-même saisi le juge chargé du contrôle pour dire « je suis incompétent ». Il ne l'a pas dit comme ça, évidemment, il a maquillé les choses, mais pour dire « je n'aurais pas dû accepter », mais en cours d'expertise, on a perdu 2 ans entre-temps. « J'aurais pas dû accepter, trouvez-moi un remplaçant », c'était pour un problème de marbre, et l'expert n'était pas marbrier. C'était un expert généraliste, architecte, hein, mais très bien, un grand bien lui fasse, mais il a quand même donc accepté sa mission pour après dire « ah ben c'était un problème de marbre », alors que bon, c'est quand même dans l'assimilation qu'on voit bien que c'est un problème de marbre dans mon exemple. Donc voilà, l'avis du praticien, c'est que en cas d'incompétence, à part faire le forcing pour prier pour qu'un sapiteur soit désigné, ce qui engendre des coûts et des prolongations de délai, eh bien, on a l'impression qu'il n'y a pas d'autre moyen. Je ne sais pas si vous voulez rebondir par rapport à ça. Je pense qu'on rebondira peut-être. Oui, après, tout à l'heure, alors. D'accord. Pour aborder le 3e point, et c'est M. Gentiletti qui va s'y couper, puisque c'est sa responsabilité, Oui. Les problématiques de responsabilité de l'expert judiciaire. Oui. Alors, là, vous vérifiez, Juliette, qu'on m'entende bien? Oui, parfait. Alors, la responsabilité, elle est décrite dans ce slide, pénal, civil et disciplinaire. Alors, rapidement, la responsabilité pénale, je ne rentre pas évidemment dans les détails des articles du Code, et ça, Juliette fera ça très bien. Enfin, en tout cas, c'est un caractère juridique qui m'échappe. Mais, très simplement, l'expert serait appelé en responsabilité pénale sur le manquement manifeste à la déontologie expertale, qui serait des choses liées à des falsifications de pièces, des falsifications de résultats, une corruption, prévarication, l'atteinte au secret professionnel, etc. Les choses qui peuvent être considérées comme des atteintes à la personne humaine, la mise en danger de la vie d'autrui pendant les opérations d'expertise, l'exposition des participants à des risques particuliers. Tout ceci sont basés sur des textes du Code pénal qui impactent de façon, à mon sens, parfaitement naturelle la responsabilité pénale de l'expert judiciaire. Retenons quand même un point un peu particulier, c'est que l'expert n'a pas l'obligation qu'ont des autorités constituées ou des professions réglementées de transmettre à un procureur des renseignements qui peuvent être relatifs à la connaissance d'un crime ou d'un délit, comme par exemple, je crois, les experts comptables. Nous n'avons pas cette obligation, mais pour autant, nous pourrions être appelés en responsabilité pénale si nous ne faisons pas obstacle à la commission au sens commettre d'un délit ou une mise en danger de la vie d'autrui. Je dirais presque comme tout un chacun. Et puis j'ajoute évidemment que l'expert est tenu au secret, au sens du Code pénal, et notamment dans la conduite de ses missions. Au plan civil, au plan civil, c'est relativement simple puisque ça relève de la responsabilité civile de tout professionnel. Celui qui se plaint de l'expert devra prouver l'existence d'une faute, d'un dommage lié à cette faute et du lien de causalité entre la faute et le dommage allégué. Bon, c'est quand même relativement classique. Chez l'expert, les fautes, si on veut en imaginer, ce seraient des fautes sur des insuffisances ou des erreurs techniques et matérielles dans la conduite de sa mission, des erreurs ou des manquements dans la conduite du procès, de l'expertise plus précisément, des erreurs liées à l'absence ou à l'insuffisance d'impartialité, la violation du principe du contradictoire, le retard dans l'exécution.
ceci peut entraîner des sanctions civiles, pour lesquelles d'ailleurs, au passage, et à ceux de nos auditeurs qui envisagent d'avancer la carrière, bien évidemment, l'expert doit avoir une assurance RC correspondante à sa fonction. Même si ce n'est pas une stricte obligation, c'est évidemment un conseil très appuyé. Alors, on pourrait être appelé à responsabilité civile et professionnelle par le fait qu'une partie pourrait alléguer de l'impossibilité de recouvrer une créance en raison du retard qu'a eu l'expert dans l'accomplissement de sa mission. Le retard qui peut entraîner une annulation de cette créance ou tout au moins une annulation de celui qui la porte. On pourrait trouver aussi une responsabilité en matière de construction dans quelque chose qu'on pourrait qualifier de l'insuffisance d'une préconisation technique qui aurait été faite, insuffisance ou erreur, qui aurait conduit, faite par l'expert judiciaire dans le cadre de sa mission d'expertise, qui aurait conduit l'apparition de désordres sur les travaux faits sur la base de ces préconisations, par exemple. Là, ça nous amène sur le terrain de la notion de maîtrise d'œuvre. C'est un sujet que connaît parfaitement Juliette et la responsabilité des constructeurs qui va avec. Sanctions disciplinaires, elles sont évidentes. C'est tout simplement le juge chargé du contrôle qui va nous rappeler à l'ordre si la conduite de notre mission le nécessite et qui peut aller jusqu'au dessaisissement de l'expert. Alors ça, je peux vous dire que ça arrive souvent. Alors, le souvent du pas souvent étant relatif, je vous disais que je suis en charge de la formation continue des experts. À ce titre, j'ai à connaître assez souvent ce genre de difficultés. Ça arrive assez souvent et me vient un exemple d'un expert qui, conduisant une mission dans laquelle se trouvait un restaurateur ou un pizzaiolo peut-être, entre deux réunions, il est allé chez ce restaurateur, il est allé déjeuner chez cette partie, il a échangé avec le propriétaire, il a fait quelques photos, il a fait quelques relevés sans convoquer personne, et il est probable qu'il ait accepté de se voir offrir le repas. L'autre partie, l'ayant très rapidement décelé, elle a demandé le dessaisissement de l'expert. J'ajoute que l'avocat du restaurateur a abondé dans le sens de son contradicteur parce que c'est de toute façon pas une bonne administration de l'expertise. Les deux avocats se sont mis d'accord sur le fait que l'expert avait s'était largement trompé et le juge du contrôle a dessaisi l'expert en cours de mission. Ça arrive et ça arrive souvent dans une juridiction importante, ça arrive plusieurs fois dans une année. Voilà quelques exemples, Juliette, de ces questions liées à la responsabilité de l'expert. Alors, merci. Ça, c'est vrai qu'on a l'impression, alors au départ, pendant longtemps, la jurisprudence s'est montrée, il est vrai, très hostile à la mise en cause de la responsabilité civile de l'expert, toujours sur l'impression que c'était critiquer le travail de l'expert, c'était finalement remettre en cause la décision du juge qui avait pu entériner ses conclusions et donc finalement l'autorité de la chose jugée en se disant que si on n'est pas content de la décision du juge, eh bien on a la voie de l'appel ou la voie de la cassation s'il y a un problème de droit. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est vrai que vous l'avez rappelé à juste titre, il y a une variété des sanctions. La responsabilité civile, le remplacement de l'expert sur l'article 235 du CPC, le retrait éventuel de la liste des experts, la nullité du rapport, mais aussi la réduction de sa rémunération par le juge taxateur et parallèlement des risques de responsabilité pénale qui sont un petit peu mais qui existent quand même, quand vous l'avez rappelé, outre des sanctions disciplinaires. Néanmoins, et là, je passe la parole à M. Azéma, on a quand même l'impression qu'il y a une résistance pratique
à la responsabilité des experts judiciaires, alors que fleurissent les mises en cause d'avocats qui font mal leur métier, fleurissent aussi la mise en cause des experts amiables, puisque les compagnies d'assurance et ou les parties n'hésitent plus à attraire les experts amiables parce que la solution réparatoire, par exemple, dans le cas d'une dommage ouvrage, s'est révélée insuffisante ou autre, à attraire ces experts amiables en responsabilité civile sous le fondement des dispositions de l'article 240 du Code civil. On a l'impression que pour les experts judiciaires, ça reste encore complètement un petit peu surréaliste. Moi, j'en ai encore jamais vu de mise en cause de RC et d'experts devant le juge civil. Alors, est-ce qu'on peut avoir le point de vue du juge là-dessus? Oui. Donc, effectivement, l'expert reçoit une mission judiciaire, c'est un collaborateur occasionnel du service public de la justice, et peut-être qu'à ce titre-là, il y a eu, peut-être, je dis bien, il y a un examen de sa responsabilité qui est fait de façon prudente. En tout état de cause, le principe, c'est que l'expert engage sa responsabilité civile sur le plan délictuel, donc dépend de 1240 et 1241. Et dans la jurisprudence, il y a deux types de manquements qui peuvent être reprochés à l'expert. Donc, avant ça, je souhaite préciser que, s'agissant de responsabilité délictuelle, il faut une faute prouvée. Et donc, comme l'a dit Christian Gentiletti, il y a une causalité avec le préjudice. Donc, deux types de manquements. Les obligations procédurales, ça, à la lecture d'un rapport d'expertise, on peut, de façon objective, le caractériser ou pas. En revanche, le deuxième type de décision, c'est lorsqu'il est reproché à l'expert un avis erroné. Un avis erroné à la suite de fautes qu'il aurait commis dans l'exercice de sa mission. Mais là, on est sur le plan intellectuel. Donc, c'est peut-être une approche qui est plus difficile à caractériser parce que l'expert, s'il est recouru à un technicien, c'est qu'on a besoin d'avoir un avis technique. Et le magistrat n'a pas forcément la compétence pour apprécier de la pertinence de l'avis technique. Donc, pour mettre en cause ce premier avis technique, il faut peut-être un second avis technique. Donc, ce qui peut expliquer le fait qu'il y a peut-être peu de responsabilité civile d'experts judiciaires qui est mis en cause. À Marseille, lorsque j'étais juge des référés, il y avait un consensus avec la compagnie des experts pour résister aux demandes de certains avocats de référé préventif. Donc, le référé préventif, c'est un constat avant travaux. Il y avait des demandes de désignation de l'expert pendant tout le temps du chantier. Et la difficulté, c'est que si le juge fait droit à ce type d'expertise préventive, l'expert judiciaire sort de son rôle. Parce qu'au-delà du constat préventif qui est fait avant le début des travaux, la difficulté, c'est qu'en cas de problème, dès qu'il y a une difficulté, il sera fait appel à l'expert judiciaire. Et là, on n'est pas très loin de la maîtrise d'œuvre. Donc, c'est pour cette raison que les référés préventifs sont limités à un constat avant travaux. Les experts judiciaires ne souhaitent pas avoir une mission pendant tout le temps du chantier, justement pour éviter de voir mis en cause leur responsabilité professionnelle. J'ai trouvé un arrêt que j'ai trouvé intéressant. Donc, c'est un expert qui est désigné pour un bornage. Le juge de première instance entérine son rapport et ordonne le bornage selon ses préconisations. La Cour d'appel considère qu'il y a des erreurs et des approximations et que le rapport est inexploitable, donc ordonne une deuxième expertise. La responsabilité civile de l'expert est engagée et la Cour de cassation considère que les fautes commises par cet expert dans le rapport de bornage donc sont en relation de causalité directe avec le préjudice résultant pour le demandeur des frais engagés en raison de la saisine de la Cour d'appel et de la nouvelle mesure d'instruction ordonnée par cette juridiction. C'est là que c'est assez intéressant. Nonobstant le jugement du tribunal, qui après avoir examiné et écarté les critiques, dénonçant les insuffisances et les erreurs, a entériné les conclusions de l'expert. Donc ça, c'est un arrêt du 13 septembre 2012. S'agissant de la prescription, depuis 2008, la responsabilité civile de l'expert se prescrit par 5 ans, à compter du jour où le demandeur à l'action a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer. Donc voilà, la prescription est passée de 30 ans à 10 ans, puis à 5 ans.
Alors, merci beaucoup. Un petit temps de questions-réponses avant de passer à la deuxième partie. Alors d'abord, une question pour vous, Monsieur Azema. L'un d'entre vous, mais après, comme vous l'avez dit, soit vous fonctionnez par le chat, soit vous pouvez prendre la parole. Il n'y a pas de problème, c'est votre moment. L'un d'entre vous a posé une question très intéressante. Si en cours de procédure, au fond, les travaux préconisés par l'expert, alors il ne préconise pas, il donne un avis favorable, on l'a vu. Donc, si les travaux sur lesquels l'expert a donné un avis favorable s'avèrent insuffisants, quel juge on saisit? Est-ce qu'on peut saisir, par exemple, un juge des référés, un juge de la mise en état, ou est-ce que c'est le juge du fond, dans le cadre de l'instruction de la procédure au fond, qui va avoir éventuellement à traiter ce point-là? Non, ça ne peut être que le juge du fond. Le juge des référés ou le juge de la mise en état n'ont pas les pouvoirs pour ordonner une contre-expertise. Donc, il faut saisir le juge du fond. Si en lieu de procédure en cours, il faut demander au président de la Chambre une fixation anticipée. Et en revanche, si on est après expertise en référé et que l'instance au fond n'a pas encore été introduite, on peut présenter une requête en vue de pouvoir assigner à jour fixe pour avoir une date d'audience au fond rapprochée. Ça m'est déjà arrivé. Très bien. Et puis peut-être... Alors, si je peux me permettre, là, votre concert Oui. du plan du barreau d'Evry, justement, j'ai une expertise où l'expert avait pris le parti de faire remarquer qu'il y avait 3 choix possibles pour remédier aux malfaçons. Et la partie adverse, le constructeur avait donc fourni un devis pour remédier à cette malfaçon. Et donc, on s'était opposé parce que ce devis de surcroît stipulait bien que c'était sous réserve de la réponse d'un bureau d'études sur la faisabilité quant à la structure qui existait et les conséquences des travaux supplémentaires. Et bien qu'on soit opposé, le juge a retenu cette option et donc qui n'est pas satisfaisante en l'occurrence, puisque on ne sait pas, on n'a pas de bureau d'études, on ne sait pas si donc les travaux préconisés par la société constructrice sont valables. Est-ce que l'expert a bien rempli sa mission puisqu'il a donné 3 options au choix et le tribunal a retenu la moins chère, qui n'est pas complète? Oui, ça c'est une appréciation de la juridiction de fond. Dans le cadre de l'appel, la Cour d'appel pourra avoir une approche différente ou identique. Mais effectivement, quand on a des propositions différentes, comme je vous disais, le magistrat il va s'appuyer sur le rapport d'expertise parce qu'il n'est pas technicien. Oui, ben, c'était soit tout démolir, reconstruire, soit donc faire les travaux préconisés par l'entreprise, soit l'autre option, je ne sais plus la troisième option, enfin bref. Donc ça ne satisfait pas. De toute façon, l'entreprise a fait appel puisqu'elle ne peut pas payer les condamnations. Il y a eu résiliation du contrat de construction. Alors, juste, je rebondis, il y a quelqu'un qui a posé une autre question de savoir si est-ce qu'il y avait un quota de mission pour les experts judiciaires? Oui, c'est une question intéressante parce que comme je présidais la Chambre de la construction et que j'étais le juge des référés construction, j'avais des sollicitations d'experts qui venaient se présenter pour ceux que je ne connaissais pas. Pour moi, le fait d'être inscrit sur la liste des experts judiciaires, ce n'est pas un droit acquis à être désigné. Et il y a des experts, dont j'avais pris connaissance des rapports en tant que juge du fond. Ces experts-là, je ne les désignais pas lorsque je n'étais pas satisfait du rapport. Donc, pour moi, il n'y a pas de droit acquis. Et je vous disais, le consensus se fait très souvent à l'audience entre les avocats qui sont spécialisés, le juge qui connaît les experts. Donc, pour moi, il n'y avait pas de tour de bête pour désigner chaque expert de façon équivalente. D'accord. Il y a une autre question. L'expert, peut-être pour Monsieur Gentiletti, l'expert peut-il inviter une partie mise en cause à venir procéder aux vérifications réglages liées à des dysfonctionnements des équipements sans présence de l'expert ni des parties ou de leur conseil et en se contentant de solliciter un compte-rendu de l'entreprise? Non, très clairement, non. Tout ce que fait l'expert doit être fait au vu et au su de tous. Ça, c'est une base absolue.
pendant toute la période expertale. Il peut y avoir des réunions qu'on va qualifier de plénières. Aujourd'hui, ce qu'on appelait auparavant un accès dit est devenu une réunion technique. Des réunions techniques qui sont plénières où avocats, conseils techniques, conseils de parties, parties tout court, peuvent être présentes sous la conduite de l'expert. Des échanges peuvent être faits, etc., etc. Dans la mesure où des investigations particulières, des essais, des tests sont nécessaires, l'expert doit les organiser de façon à ce qu'elles soient aussi connues de tous et faites au vu et au su de tous. Ça, c'est absolument impératif, mais il peut les organiser de façon strictement technique, par exemple en disant aux avocats lors de ces essais qui seront organisés, il n'y aura pas de débat sur le fond du dossier. Pardon. Excusez-moi. Les avocats qui connaissent la bonne pratique de l'expert ne viendront pas à ces essais-là, mais ils devront être faits au vu et au su de tous. Alors, il y a un ou deux cas particuliers, si vous voulez bien. Celui des essais qui nécessitent des mises en œuvre ou des compétences très particulières. J'ai eu à faire des visites dans le port de Marseille. Je ne sais pas nager, ou presque. J'ai bien donc dû faire appel à un sous-marinier, lequel sous-marinier ne pouvait pas être accompagné de 12 autres sous-mariniers quand il était sous l'eau. Ce jour-là, il était seul pendant ces opérations, et dès qu'il est sorti, nous avons vu des vidéos, vu des photos, il nous a expliqué, et ça a été rendu contradictoire. Un autre exemple, si vous voulez bien, les interventions dans des postes de transformation, haute tension, ça c'est ma spécialité, eh bien, je suis bien souvent le seul participant à l'expertise à pénétrer dans un poste acheté, parce que je suis le seul à y être habilité. Pour autant, une fois que j'en suis sorti, je m'exprime pour expliquer ce qui s'est passé. Un troisième exemple, c'est évidemment les relevés audio qui peuvent être nécessaires pour définir le bruit que fait une boîte de nuit sur l'immeuble situé au-dessus. Bien évidemment, dans ce cas-là, il ne peut pas y avoir de convocation dans les formes. La mesure est faite par le technicien qui est un acousticien, et le résultat des mesures sera ensuite expliqué et débattu au contradictoire de tous. L'expert ne peut jamais intervenir seul sans avoir organisé les choses, avec les quelques cas dont je viens de vous citer rapidement 3 exemples. Alors, une autre question qui est très intéressante, si lors de la contre-expertise, il est constaté que les préconisations du premier expert étaient insuffisantes, y a-t-il une faute? Doit-on solliciter l'extension des opérations d'expertise numéro 2 à son endroit, dans la mesure où il est envisagé sa responsabilité? Thierry plutôt que moi. Oui, c'est pour M. Azéma, oui. Je réfléchis parce que je me dis que là, c'est un autre. Est-ce que le premier expert doit être parti à la deuxième expertise qui consiste à le mettre en faute? Ça me paraît compliqué parce que c'est un autre procès qui va débuter et donc une autre mission. Donc, je ne pense pas. Et puis, enfin, il y a une autre question avant qu'on passe peut-être à la deuxième partie. La question des honoraires sera traitée ultérieurement. D'accord. Non, pardon, c'est pour répondre à une personne. Est-ce que les experts, que penser de problèmes de partialité avec ces experts judiciaires qui interviennent en direct pour certaines parties et qui continuent à être experts judiciaires en parallèle? On en connaît plein, hein, des experts qui sont experts judiciaires, et puis de temps en temps, on les croise à une procédure et on se dit, tiens, il y a un nouveau statutaire dont on ignorait l'existence. Eh bien non, c'est l'expert amiable d'une des parties. Oui, c'est le conseil technique de partie. C'est quelque chose qui nécessite d'être réglementé dans le comportement. Pour ce qui me concerne, c'est un volet de la formation que je dispense. Le comportement de l'expert judiciaire en position de conseil technique de partie doit être adapté.
vous avez raison dans le comportement, dans la relation, dans l'absence de tutoiement, dans tout. Malheureusement, je sais très bien qu'il y a des dérapages et quelquefois, elles sont encore un peu plus compliquées quand l'expert judiciaire, par ailleurs, devient conseil technique de partie et lui-même conseil de compagnie d'assurance, ce qui vient encore remettre une couche de complexité. Je n'ai pas d'explication d'autre que c'est le fonctionnement propre de chacun d'entre nous de bien se comporter quand il est appelé à être conseil technique de partie ou de refuser la mission. Ce refus de mission que l'expert a, cette possibilité qu'il a, ben, il faut savoir l'utiliser. Dans tous les cas, on n'est pas obligé de tout faire. Vous savez, je suis sûr que Thierry Azéma me confirmera, un juge ne prend pas ombrage du fait qu'on refuse une mission. Il vous en proposera une autre quand il aura à nouveau besoin de vous. Et un avocat qui vous appelle en vous disant est-ce que vous pourriez être conseil technique dans un dossier dans lequel j'aimerais vous avoir, et après avoir posé les 2 ou 3 questions importantes, l'avocat ne prendra pas ombrage du fait que vous refusiez. Là aussi, ça s'explique assez clairement. Vous ne pouvez pas intervenir pour telle et telle raison, et puis c'est fini. Je crois que c'est nous qui détenons les clés de notre fonction, vous savez, mais la formation. Alors, je vous voilà, propose, excusez-moi. pour tenir les délais, je vous propose d'avancer et passer sur le thème 2, sur la mission de l'expert judiciaire. Alors, nous avons choisi d'aborder 3 points qui sont tout aussi intéressants. D'abord, le contradictoire, ensuite la rémunération et enfin les délais. Alors, on procède de la même façon, si vous le voulez bien. D'abord, le principe du contradictoire. Alors, ce principe-là, c'est un principe essentiel. On l'invoque un peu envers et contre tout. On en a un petit peu parlé tout à l'heure quand on a parlé de l'impartialité. Le principe du contradictoire, c'est autre chose. C'est ce qui garantit un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. En droit interne, le fondement, c'est l'article 16 du Code de procédure civile. Et ce respect de la contradiction, il est extrêmement important et je pense que M. Gentilletti nous en parlera tout à l'heure. C'est vraiment le maillon fort de l'expertise judiciaire et il est vrai que la plupart des experts sont extrêmement rigoureux quant au respect de ce principe du contradictoire et font extrêmement attention à ce que tout le monde soit bien convoqué, etc. etc. Le principe du contradictoire, c'est aussi, du point de vue de l'avocat, une notion un peu fourre-tout qu'on invoque pour essayer de contourner ou de contester un rapport d'expertise qui ne nous conviendrait pas. Pourtant, il faut noter un durcissement de la jurisprudence, puisque depuis un arrêt rendu par la Chambre mixte de la Cour de cassation du 28 septembre 2012, numéro 11-11-381, la sanction du non-respect du principe du contradictoire, ce n'est pas l'inopposabilité du rapport, c'est une demande de nullité. Donc, c'est une demande de nullité du rapport, donc ça va loin, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'invoquer à la légère. C'est une demande de nullité du rapport, et puis du coup, puisque c'est une demande de nullité, encore faut-il, et les avocats ne doivent pas l'oublier, encore faut-il qu'il y ait un grief, puisque selon le grand principe, pas de nullité sans grief. Et c'est en cela que certaines fois, les dossiers sont perdus parce qu'on oublie, on va un peu vite en besogne en disant « attention, là, l'expert, il n'a pas convoqué », mais du coup, on reprend assez mal de dire pourquoi est-ce que la convocation, par exemple, a causé un grief, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, pourquoi est-ce que j'en ai eu un préjudice. Et pourtant, c'est vraiment un fondement de recevabilité du moyen. Et la haute juridiction l'a rappelé dernièrement dans un arrêt rendu par la 3e chambre civile le 14 mai 2020, que vous pourrez trouver sous le numéro 19-16-278. Alors, ça, c'est le premier temps, c'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression que ce principe du contradictoire, j'essaie d'être positive, après avoir pas mal décrié, il est fort et il est quand même plutôt globalement bien respecté par les experts judiciaires. Pourtant, même si le principe du contradictoire n'est pas respecté, et c'est peut-être pour ça qu'il est si difficile d'aller chercher la nullité du rapport, c'est-à-dire que même en l'absence d'expertise contradictoire, ce rapport, ce document qui est rendu, il a une force probante. Et c'est ça qui est compliqué à comprendre et à articuler. Et pourtant, la jurisprudence est très claire là-dessus. Et l'arrêt
que je vous ai cité est rendu par le 9 septembre 2020, numéro 19-13-755. La haute juridiction le rappelle très clairement, c'est un rapport d'expertise, même établi non contradictoirement, c'est-à-dire par exemple un rapport d'expertise amiable, vaut comme titre de preuve et doit être examiné par le juge. Alors, il y avait déjà eu des précédents sur le sujet, des précédents qui semblent un peu évidents, mais encore faut-il les rappeler. Par exemple, pour un constat d'huissier, civil 3e, 9 mai 2012, numéro 10-21041, personne ne viendrait à l'idée de dire qu'un constat d'huissier doit être écarté des débats parce qu'il n'est pas contradictoire. Eh bien, c'est un peu la même chose pour un rapport d'expertise qui ne serait pas contradictoire. Ça vaut preuve. Néanmoins, la jurisprudence va plus loin en disant, bon, bah, certes, vous ne pouvez pas l'écarter des débats, mais attention, il y a quand même deux conditions, et la haute juridiction les a posées très clairement dans un arrêt civil 2e, 7 septembre 2017, numéro 16-5053. D'abord, il faut que le rapport en question ait été régulièrement versé au débat et soumis à la libre discussion des parties. Mais ensuite, il faut qu'il ait été corroboré par d'autres preuves. Autrement dit, si on se tentait à raisonner à contrario, les juges du fond, puisque c'est bien une question qui appartient à la libre appréciation des juges du fond, ne peuvent pas se fonder exclusivement sur les conclusions d'un rapport non contradictoire pour rendre leur décision. Et là, on a aussi une jurisprudence très claire de la Cour de cassation, civil 2e, 13 septembre 2018, numéro 17-20-099, mais aussi civil 1er juillet 2020, numéro 19-11-401. Alors, une fois qu'on a rappelé ces points sur la contradiction et finalement la facilité, non pas de la contourner, mais de se dire que finalement, même un rapport non contradictoire, ça sert quand même, se pose la question de savoir comment est-ce que le juge chargé du contrôle appréhende ces notions de contradictoire. Est-ce qu'il a tendance à être sévère, puisqu'il sait que de toute façon, ça sera admis à titre de preuve? Et puis surtout, quelles sont les difficultés rencontrées par l'expert en cours d'expertise pour appréhender ces règles du contradictoire? Donc, l'article 55 du Code de procédure civile prévoyait que la mesure d'instruction était exécutée par le juge qui avait instauré cette mesure. Dans les juridictions, se sont expérimentés ou mis en place une centralisation du contrôle des expertises et qui a été consacrée par le décret du 24 décembre 2012 qui a ajouté un troisième alinéa à l'article 55 et qui prévoit que le contrôle de la mesure d'instruction peut également être assuré par le juge qui est désigné dans les conditions de l'article 155-1. Cet article 155-1 nous dit que le président de la juridiction, pour une bonne administration de la justice, peut désigner un juge qui sera chargé du contrôle de toutes les mesures d'instruction d'une juridiction. Donc ça, c'est une avancée. Ça permet d'avoir un seul interlocuteur pour les experts ou les avocats, et ça permet d'avoir une seule politique pour la juridiction et d'éviter dans les grandes juridictions qu'il y ait autant de pratiques de juges chargés du contrôle que de juges instaurant des mesures d'instruction. Mais le juge sans son greffe n'est rien. S'il n'y a pas un greffe compétent et suffisamment important pour assurer un suivi des saisines du juge chargé du contrôle, le juge aura du mal à exercer sa mission. Donc, il peut être saisi par les experts ou par les avocats, et notamment en cas de difficulté, mais comme cela a été dit, dans la plupart des cas, le principe du contradictoire est un principe qui est bien pratiqué, qui est bien compris, et il y a très peu de saisines du juge chargé du contrôle pour un non-respect du contradictoire. Si c'est le cas, le juge contactera l'expert concerné et pour lui rappeler ce grand principe à exercer. La difficulté, je vous disais, il y a la question du greffe, il y a également le fait que un coup de téléphone peut régler une difficulté. La difficulté, c'est qu'en procédure écrite, le coup de téléphone n'apparaît pas.
Donc, il est bien de laisser des écrits et une fois que la difficulté est réglée par un coup de téléphone, de confirmer par un écrit. Je ne sais pas ce qu'en pense M. Gentiletti. Oui. Alors, la relation avec le juge du contrôle est fondamentale, à mon sens. Et moi, je vous dirais par expérience sur les tribunaux judiciaires sur lesquels j'interviens, de ma cour d'appel ou d'autres, je trouve que ça se passe globalement très bien. Pour autant, je n'encourage pas les experts à persécuter le juge du contrôle toutes les 2 minutes pour leur demander tout ce qu'ils ont à faire. Ils sont quand même censés connaître le fonctionnement expert. Alors, l'expert, j'utilise une petite métaphore en disant que l'expert est le chef d'orchestre qui joue une œuvre qu'il ne connaît pas, avec des musiciens avec lesquels il n'a jamais joué et dont la partition de l'œuvre et le nombre de musiciens varient au fil de l'exécution de la dite œuvre. Ça paraît une équation impossible à résoudre, et bien pour autant non. Je pense que c'est le respect du contradictoire et la bonne conduite d'expertise est relativement facile pour l'expert, pour autant qu'il s'appuie sur les bases qui sont les siennes, et notamment le Code de procédure civile. Il n'y a pas beaucoup d'articles qui intéressent directement l'expertise, mais ils ont tous un sens bien défini qui n'est pas très compliqué à utiliser. Nous avons aujourd'hui aussi un moyen technique qui est un échange de données informatisé qui s'appelle Opalex, qui vient, à mon sens, régler les problèmes de rupture du contradictoire en ce qui concerne les échanges de pièces. Aujourd'hui, de plus en plus utilisé, mais je n'ai pas de vision nationale du sujet. Moi, je peux dire qu'à titre personnel, 100% de mes expertises sont conduites en Opalex, et notamment toutes celles qui mettent en œuvre des cabinets d'avocats nationaux, voire internationaux. Et on s'en trouve très bien, ça aide de beaucoup le fonctionnement du contradictoire pour la transmission des pièces. Et puis surtout, je trouve qu'il existe, qu'il y a une relation qui doit s'équilibrer entre l'expert et l'avocat. Pour que l'avocat permette à l'expert de bien remplir sa fonction, il faut que l'expert aide l'avocat à bien faire son métier. Quand cet échange-là s'installe, le respect du contradictoire n'est pas fondamentalement difficile, croyez-moi. Alors, il existe effectivement quelquefois des dérapages. Le juge du contrôle sait parfaitement remettre les parties dans l'ordre. J'ai expliqué précédemment un cas où l'expert avait suffisamment dérapé pour se faire dessaisir. Ça arrive, ce n'est pas une vue de l'esprit, ne pensez pas que c'est pas courant. C'est courant, ça arrive probablement plusieurs fois dans une année, dans une cour d'appel. Eh bien, c'est normal. Mais ce n'est pas difficile pour l'expert à suivre. Alors, si on peut parler des difficultés, j'ai un peu fait un focus sur la notion de transmission de pièces. Je vous ai dit qu'Opalex réglait ça maintenant, aider en tout cas à son fonctionnement. Il y a un autre phénomène aussi qui est une difficulté pour l'expert, c'est la notion de position par rapport à la conciliation qui peut arriver quelquefois en cours d'expertise. La règle, le code de procédure civile, et d'ailleurs pour les autres ordres de juridiction, ça revient à peu près au même aussi, l'expert ne doit pas encourager la conciliation. Il doit conduire sa mission, bien que, rappelons-nous qu'au civil, l'expertise reste l'affaire des parties. Pour autant, sans l'encourager, moi j'aurais tendance à dire qu'il faut ne pas l'empêcher. Voilà. Donc, vous voyez, c'est une position qui peut apparaître délicate, mais en fait, pour que les choses se passent simplement,
il faut que l'expert soit dans une position où à tout moment de la conduite de sa mission expertable, il puisse immédiatement tout expliquer sur ce qu'il a fait. Voilà. Pourquoi il a réagi dans ce délai, pourquoi il a émis cette note partie, pourquoi il a convoqué, pourquoi il a fait ci, pourquoi il a fait là. Il faut tout simplement que les choses soient claires et parfaitement explicables. Quand l'expert ne peut plus expliquer ce qu'il a fait, les ennuis commencent. L'expert est chargé d'une mission qui est complète, si on peut faire le parallèle avec les missions d'architecture ou les missions d'ingénierie. Sa mission est complète, c'est-à-dire que le contact qu'il a avec le juge est un contact épistolaire. Le juge lui dit « Monsieur l'expert, répondez-moi à ces questions dans tel délai pour tel montant », à peu de choses près. Et normalement, l'expert ne voit plus et n'entend plus parler du juge jusqu'à la remise de ce qui est la fin de sa mission, c'est-à-dire la remise du rapport. Avec, au passage, évidemment, les réponses, les observations, les échanges, etc. etc. Si sa mission est bien conduite, il n'y a pas vraiment de difficulté. Après, je pourrais peut-être, si j'ai encore 2 minutes, Juliette, vous parler un peu de difficultés plus comportementales que l'expert peut rencontrer en cours d'expertise. Peut-être après, de toute façon, vous allez garder la main parce que on va aborder un deuxième point qui relève pour moi du don divinatoire, c'est-à-dire de comprendre comment les experts calculent leur rémunération. Pourquoi? Parce qu'on a 2 extrêmes. On a ceux qui fonctionnent par tranche de 5 000, c'est-à-dire qu'en dehors de cela, point de salut. Et puis, il y a ceux qui, au contraire, vont vous sortir des tableaux Excel qui vont aller jusqu'au nombre de photocopies et aux frais de kilométrage. Donc, on se dit déjà, quelle est la pratique? Est-ce qu'il y a des règles? Est-ce qu'il y a des règles pour déterminer les rémunérations de l'expert? Jusqu'à quel niveau de détail? Et comment ça se passe après? C'est-à-dire, est-ce que les juges du contrôle regardent vraiment? Parce que c'est quand même assez rare de voir un juge du contrôle dire « Ah ben non, là, vous avez été un peu gourmand dans votre demande de consignation, je vais déjà vous donner ça, puis après, je vous donnerai ça. » Donc, c'est vrai qu'on a toujours un petit peu l'impression que c'est entériné. Voilà, donc je vous donne la main, monsieur Gentil. Alors, oui, Thierry Azéma aura une vision plus globale que la mienne, bien sûr. Bon, pour ce qui concerne j'ai répondu finalement. Je vous ai dit qu'il n'y a pas de difficulté dans la mesure où les choses sont faites de façon simple et explicable, justifiable et tout simplement bien organisée. Pour ce qui concerne la rémunération de l'expert, c'est la même chose. Moi, je pense que l'expert doit pouvoir justifier de toutes ses investigations générant un coût. Il doit pouvoir justifier du temps qu'il y a passé, il doit pouvoir justifier des frais qu'il a engagés. Oui, je pense qu'il doit pouvoir tout justifier. Et les rémunérations par tranche de 5 000, non, ce n'est pas du tout la façon dont je vois les choses. Par contre, le tableau Excel suffisamment précis pour que les choses puissent être expliquées, pourquoi on a passé plus de temps à ça, pourquoi on a fait des photocopies, pourquoi pas. Après, il ne faut pas rentrer dans les détails. J'ai vu des experts qui facturent un courriel 20 centimes. Ridicule. C'est évidemment ridicule. Parce que la ligne coûte plus cher que le contenu. Voilà. Être expert judiciaire, ça ne dispense pas de pouvoir rester intelligent. Vous voyez, ce n'est pas interdit, quoi. Et en tout cas, ce n'est pas incompatible. Pour autant, je suis sûr qu'il faut être capable de justifier de la rémunération que l'on obtient. Alors, est-ce que le juge du contrôle va intervenir? Thierry nous dira ça. Moi, je vous dis que oui, il intervient de temps en temps. J'ai à connaître ce genre de choses, puisque je vous disais que je m'occupe de formation. On vient me demander mon avis. Bien souvent, quand un de mes confrères me dit « je me suis fait retoquer », et que je vois ce qu'il m'envoie, eh bien, j'ai presque toujours tendance à donner raison au juge qui a refusé, bien sûr, parce que les choses ne sont pas justifiées, parce que les montants demandés sont totalement sans rapport, encore que, à ne pas imaginer non plus que la rémunération de l'expert soit en rapport avec le montant du litige, hein. Ça, c'est pas le sujet, mais il y a un minimum, quoi. Voilà. Thierry, je vous en prie, allez-y. Merci. Donc, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres cours d'appel, mais j'ai été en charge
contentieux de la construction Aix-en-Provence. J'ai été aussi secrétaire général de la Cour d'appel, du premier président. Et donc, il y avait, je l'ai sous les yeux, on ne peut pas parler de référentiel parce que ce n'est pas un référentiel, mais il y a des éléments d'appréciation, je lis, pour la fixation des honoraires. Donc là, c'est applicable à compter du 1er janvier 2018. Donc, ce sont des éléments d'appréciation qui ont été discutés entre la Cour d'appel et les compagnies d'experts. Donc, pour les juges chargés du contrôle de la Cour d'appel d'Aix, c'est indicatif. Donc, c'est une base. Je vous donne un exemple. La vacation horaire en 2018 était évaluée dans une fourchette entre 100 et 145 € hors taxe. On a jusqu'à le prix de la photocopie unitaire ou de la photocopie en nombre, du DVD. Donc, il y a ce référentiel pour les juges chargés du contrôle pour la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Ensuite, la difficulté, c'est que, j'allais dire, humainement, on peut comprendre que la tendance entre 100 et 145 €, que l'expert ait tendance à demander 145, la fourchette haute et pas la fourchette basse. Après, c'est au juge chargé du contrôle à apprécier. La difficulté aussi, c'est de savoir si on nous demande 15, 20 ou 25 vacations, c'est difficile d'évaluer et d'apprécier. Donc, sauf s'il y a vraiment une disproportion qui est grossière, il est difficile de ne pas entériner la demande. Ce qui peut se faire, c'est lorsqu'il y a une provision il y a une consignation qui a été versée et qu'il n'y a pas de provision complémentaire qui a été demandée, là, il peut y avoir une difficulté. Parce que l'expert a l'obligation d'aviser les parties lorsqu'il estime que la consignation d'origine est insuffisante. Je peux vous donner un exemple, mais qui date d'il y a 20 ans, lorsque j'étais juge chargé du contrôle des expertises construction à Nice. Je me souviens d'un expert qui, dans sa demande de rémunération, avait mis 4 pneus neige parce que l'expertise nécessitait d'aller à Oron, une station de ski. Donc, vous voyez, ça s'est exagéré, ça a été refusé, mais c'est un exemple qui date d'il y a 20 ans. Voilà. Oui. Parfait. Alors, juste sur les éléments de contrôle, on a compris que finalement, c'était pas évident de contrôler. Enfin, si, c'était contrôlable, mais difficilement refusable, on va dire, et que, selon vous, les experts sont globalement sérieux dans leur appréhension. Il existe des règles de contestation, hein, peut-être qu'on l'ignore, mais les dispositions de l'article 724, alinéa 1er du Code de procédure civile, donne des clés et un processus juridictionnel spécifique afin de contester les rémunérations de l'expert. Donc, c'est 1 mois à compter de la notification de l'ordonnance de taxe. Donc, je réponds déjà à une question. Oui, c'est a posteriori, oui. Néanmoins, vous pouvez faire valoir vos observations. Je réponds à une question qui est posée. Oui, mais le contrôle est a posteriori. Donc, je réagis en live. Quand l'expert fait une demande de consignation complémentaire, vous pouvez, à ce stade, répondre au juge des référés et vous y opposer. Ça, moi, je l'ai vu dans plusieurs dossiers. Oui, c'est délicat, c'est sûr. C'est comme quand on demande la récusation. C'est délicat. Et donc, a posteriori, c'est moins délicat. Et donc là, vous pouvez, dans le délai d'1 mois à compter de la notification de l'ordonnance de taxe, saisir le premier président de la Cour d'appel et contester les honoraires de l'expert. Néanmoins, il faut rappeler que ce recours n'est pas suspensif d'exécution. Donc, ça veut dire qu'il faut quand même payer. Et c'est vrai que ces recours sont rarement exercés. Moi, et que ce soit devant le juge administratif ou devant le juge judiciaire, là, j'ai pris l'exemple du judiciaire, mais ils sont rarement exercés. Donc, on a l'impression que c'est un frein incompressible, ce qui permet de rebooter, et ça m'intéresse d'avoir votre avis là-dessus. Parce que quand on voit que les frais d'expertise ont été multipliés par 3 ou 4 en 10 ans, alors peut-être que les investigations sont plus nombreuses, peut-être que les litiges sont plus complexes techniquement, mais on a du mal à considérer qu'il n'y a que cela. Et du coup, j'aimerais avoir votre position là-dessus, monsieur l'expert. Juliette, là, en 10 ans, il y a quand même des choses qui ont changé. Quelque chose qui a augmenté un peu le coût des missions, c'est la pratique de la note de synthèse. Quand j'ai commencé, ce n'était pas une pratique qui était commune, elle n'était pas généralisée.
Aujourd'hui, on fait des notes de synthèse dans la totalité. Article 276, à mon avis, c'est le bon usage de l'article 276, mais ce n'est pas le propos. Pourquoi? Ça, c'est le premier point. En matière de construction, les appels en cause sont un générateur d'augmentation des coûts des expertises. Voilà, ça serait un peu l'explication pourquoi ces missions ont augmenté. Alors, je n'ai comme référence que la douzaine d'années que j'ai d'exercice, je n'en ai pas plus, avant, je ne sais pas. Sur l'écoute, oui, je voudrais revenir 2 petites minutes sur les difficultés. Je suis passé un poil rapidement, alors c'est peu lié à la rémunération aussi. Vous avez compris que la rémunération de l'expert, quand elle est aisément explicable, elle génère peu de litiges. Je vois écrit sur le chat que quelqu'un n'a jamais vu de baisse du montant. Non, là, je m'inscris en faux. Les juges chargés du contrôle et aussi à l'administratif d'ailleurs, quelquefois réduisent le montant des honoraires de l'expert. Ça arrive. Et je vous redis, pour l'avoir vu, que ce n'est pas injustifié du tout. Sur les difficultés en cours d'expertise, c'est aussi à l'expert de les aplanir. Ces difficultés qui font qu'en cours d'expertise, des parties vont se mettre en danger, vont aller sur des altercations, vont faire disparaître les dommages qui sont allégués, etc. etc. Tout ça, c'est la maîtrise de l'expertise par l'expert. Et il y a les deux grandes règles pour y réagir, sans rentrer dans la cuisine, dans le fonctionnement de l'expertise. Le premier point, c'est le juge du contrôle, on en a beaucoup parlé. Et puis, quand l'expertise devient difficile à conduire, ou notamment les réunions techniques, eh bien, il faut tout simplement les interrompre pour que les parties se reposent. Là encore, qui sont nos interlocuteurs, nos partenaires, les avocats? C'est bien sûr l'avocat avec lequel on va dire à son client, on va lui permettre de dire à son client, dites à votre client de se calmer, c'est beaucoup plus simple que si c'est l'expert qui le fait. Et quand on va devoir expliquer le montant des honoraires, l'avocat qui aura suivi la procédure avec l'expert saura facilement expliquer pourquoi le montant des honoraires a explosé, tout simplement parce que la partie a souhaité mettre en cause la totalité du chantier, par exemple. Vous voyez, c'est pour ça que je reviens un peu sur les difficultés. Thierry, pardon. Oui, sur la rémunération, j'ai plus rien à rajouter. Alors, très bien, ça nous permet d'aborder le troisième point qui est évidemment là aussi un noyau dur, c'est celui de la gestion des délais. Pourquoi? Parce qu'on a un article 239 du CPC qui vient vous dire le technicien doit respecter les délais qui lui sont impartis. Et ça fait presque sourire, parce que j'ai franchement jamais eu un rapport déposé dans les délais, ça n'est jamais arrivé. Donc, il y a eu des prorogations de délais, mais je n'ai jamais vu un rapport déposé dans les délais. Et donc, ça pose tout simplement la problématique de la durée des opérations d'expertise, et particulièrement en construction, parce que parfois, la durée des opérations d'expertise va perpétrer le désordre, et notamment lorsqu'il y a des préjudices immatériels, que ceux-ci soient consécutifs ou non. À tel point qu'avant de demander une expertise, on se pose même la question de savoir dans quel délai celle-ci va être rendue, puisque, par exemple, si les dommages matériels sont d'un faible coût et que l'expertise est susceptible d'engager d'importants immatériels, se posera la question de réparer pour ensuite éventuellement demander une expertise sur les IMAT ou autres. Donc, ces questions des délais, elle est vraiment essentielle, et du coup, là encore, l'avis de l'expert est indispensable. Pourquoi est-ce que finalement ça dérape tout le temps et est-ce que le juge a vraiment des moyens de contrôler ça?
Le juge, Est-ce que pourquoi ça dérape tout le temps et est-ce que le juge peut contrôler ça? alors, si vous voulez, avant de laisser la parole au juge, je vous raconte très rapidement l'expertise. Bon, vous avez compris que l'expert reste le maître du temps. Ça, c'est important parce que il doit donc fixer, d'ailleurs, on s'est dit, hein, dans les missions, souvent, on parle de fixer le calendrier. Il doit fixer un calendrier pour faire en sorte que l'expertise avance dans le respect du contradictoire. Et pour ça, il y a quand même des temps qui sont relativement incompressibles. Organiser une réunion technique, c'est prendre les convenances des avocats. Il faut quelques jours pour le faire. Quand on convoque un RAR, il faut plutôt quelques semaines pour laisser aux parties le temps de s'organiser, lequel qui est en général entre 3 et 4. Organiser une réunion technique, c'est remettre un compte rendu qui doit être remis probablement du jour au lendemain. À mon sens, en tout cas, dans ma pratique expertale, il faut le faire quand il est frais dans l'esprit de l'expert, c'est du jour au lendemain. Quand on demande des pièces, une règle serait probablement de laisser autour de 4 semaines pour permettre aux avocats d'échanger avec leurs clients, les parties, les conseils techniques, les recherches, quelquefois les échanges, et l'expert doit fixer une remise de pièces autour de 4 semaines. On va souvent tomber sur ce délai de 4 semaines. Par contre, il doit toujours fonctionner à jour fixe. On donne un délai le jeudi 18 mars, 19h. Le lendemain, il faut que dans sa méthode, il puisse relancer les parties pour leur dire « Maître, je vous rappelle que j'avais fixé au 18 la remise, je vous demande de bien vouloir m'envoyer les pièces dans un délai. » Et là, on raccourcit un peu, on ne redonne plus 4 semaines. L'expert doit arriver à bien organiser le temps. Arrive à la fin de l'expertise, alors je vous rappelle quand même que celui dont il n'est pas maître de temps, c'est le délai que mettra la juridiction à réagir. Et croyez-moi, bien souvent, la juridiction ne met pas tant de temps que ça. Quand vous demandez une consignation complémentaire ou une prolongation de délai, alors malheureusement, aujourd'hui, et ça répond à une question, pourquoi Opalex n'est pas utilisé par les juridictions, ou pas ou peu, je ne sais pas répondre à cette question. Effectivement, le jour où Opalex sera aussi utilisé par les juridictions, les choses pourront être beaucoup plus immédiates. Les mises en cause, là aussi, quand il y en a, sont un facteur d'augmentation du temps. Pour autant, l'expert doit dire à l'avocat qui s'est annoncé comme souhaitant faire une mise en cause, doit dire à l'avocat, maître, donnez-moi votre avis sur cette mise en cause dans le délai de, alors ce n'est pas 2 jours, et ce n'est pas 2 mois, on va retomber sur le principe des 4 semaines. Voilà. Pour moi, c'est un peu ça l'idée, c'est que l'expert doit toujours organiser le temps tout en permettant aux avocats de faire leur métier, aux contradictoires de s'exercer. Arrive à la fin, la fameuse note de synthèse, l'article 276. À mon sens, l'expert ne doit pas donner un délai qui soit inférieur à 4 semaines après la remise de sa note de synthèse, plus s'il y a des temps liés à des vacances ou des temps à neutraliser. Et enfin, la remise du rapport, parce que j'ai ça sous les yeux, eh bien, dans la mesure où tout est en place, il n'a plus de temps en dehors du temps de rédaction, c'est-à-dire qu'entre le jour où les observations récapitulatives ont été remises, il doit y avoir s'écouler 1 semaine ou 2 pour qu'il remette son rapport. Mais tout ça, mis bout à bout, c'est toujours plus long, vous avez raison Juliette, que le temps qui nous avait été imparti au départ, c'est indiscutable, c'est toujours plus long que le temps de départ, et c'est lié à la conduite de l'expertise par les parties. Alors, peut-être que M. Azéma pourrait nous faire part de son point de vue. Qu'est-ce qu'on peut faire quand l'expert est en retard? Et là, je reboute sur un partage que je pourrais reprendre à mon compte et que j'imagine tout le monde partage. Attendez, je reprends le chat. Voilà. Aucune sanction pour un expert qui a plus de 2 ans de retard, qui ne répond pas malgré les demandes du juge ou se contente d'annoncer son rapport qui ne vient pas.
il est difficile d'expliquer à nos clients cette immunité ou impunité, d'autant que l'expert aura droit à sa rémunération de la même façon que s'il avait rendu son rapport dans les délais. Ce n'est pas un cas d'école, c'est notre quotidien. Je connais un expert qui a mis 10 ans à rendre son rapport, surtout devant le TA où il n'y a pas à proprement parler de juge chargé du contrôle, et une autre personne invoque le cas d'un rapport d'expertise qui a mis 12 ans à être déposé. Moi, j'ai plein de dossiers où le rapport n'a jamais été déposé. On a été obligé de transiger. D'accord. Donc, j'en reviens au rapport qui a été établi par la commission présidée par Mme Bussière en 2011, qui indiquait que la durée moyenne des expertises était à l'époque, donc il y a 10 ans, de 15,3 mois. Et en matière de construction, cette durée moyenne était de 20,2 mois. Donc, une durée moyenne qui approche les 2 ans. Ce temps qui est mis pour déposer les rapports, il a des incidences notamment sur la durée de la procédure. Et la procédure et l'expertise en fait partie, sont soumis à l'obligation de délai raisonnable. Donc, que faire? Déjà, je me souviens, lorsque j'étais juge des référés, qu'il y avait des demandes d'ordonnance communes, donc communes et opposables. Il y a très peu d'avocats qui s'opposent à des mises en cause. Alors qu'un particulier qui assigne son vendeur en état futur d'achèvement, son co-contractant, c'est le vendeur en état futur d'achèvement, il n'a pas forcément intérêt à ce qu'il y ait une ordonnance commune et opposable et que les opérations d'expertise soient étendues à tous les intervenants à l'acte de construire et à tous les assureurs. Donc, il y a très peu d'avocats qui s'y opposent. Dans ce cas-là, lorsqu'il y a une ordonnance commune et opposable, je trouve que c'est une bonne justice de mettre une provision complémentaire à la charge du constructeur qui a fait les appels en cause. Parce que sinon, c'est le particulier qui est à l'origine de la procédure qui va payer l'expertise pour tout le monde. Donc, ça, c'est une première difficulté. Effectivement, M. Gentiletti en parlait, les appels en cause qui interviennent au bout de 6 mois, 9 mois, 1 an, ça fait repartir les opérations d'expertise parce qu'il faudra une nouvelle réunion au cours de laquelle l'expert reprendra ces opérations pour qu'elles soient opposables à tout le monde. Donc, que faire? C'est, j'allais vous dire, saisir le juge chargé du contrôle, et certains vont chatter en disant qu'ils l'ont fait, que ça n'a servi à rien. Et pourtant, je pense qu'il faut persévérer parce que c'est ce magistrat qui est en charge du contrôle, qui peut être saisi en cas de retard, de durée trop importante. On en a déjà parlé, il ne peut pas y avoir une procédure de récusation, mais il peut y avoir la menace d'un changement si l'expert est trop lent. Il y a de la jurisprudence, des arrêts qui sont quand même anciens, vous allez me dire qu'ils sont isolés, mais ils ont le mérite d'exister. Je vous cite. Donc, l'expert qui dépose des rapports au bout de plusieurs années continue à accepter des missions tout en sachant ne pas être en mesure de les remplir dans un délai raisonnable, manque à ses obligations d'auxiliaire de justice et commet une faute professionnelle grave justifiant sa radiation. Donc ça, ce sont des arrêts de la Cour de cassation de 1987-1993. Donc, vous voyez, il y a une responsabilité disciplinaire. Dire, le particulier qui a besoin du rapport d'expertise, que l'expert ne soit radié, ce n'est pas son souci premier. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut saisir le juge chargé du contrôle. L'expert qui ne traite pas ses missions avec suffisamment de célérité peut ne pas être réinscrit. Là, ce sont des arrêts plus récents de 2014 et 2013. Ce que j'ai vu aussi quand j'étais secrétaire général d'une cour d'appel, c'est que s'il y a des réclamations qui arrivent auprès d'un chef de juridiction ou d'un chef de cour, il y a une demande d'explication qui redescend. Donc, si la saisine du juge chargé du contrôle se révèle insuffisante, on peut aussi saisir de la difficulté l'autorité hiérarchique. Voilà. Ah, oui, je n'avais pas tout traité. On peut également en tenir compte lors de la fixation de la rémunération de l'expert. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là? Vous pouvez prendre la parole. Je peux répondre à la dernière qui apparaît, si vous voulez, concernant l'enregistrement audio d'une réunion d'expertise.
Je n'y suis évidemment pas favorable parce que ça oblige un temps de retranscription que l'expert risquerait de facturer, où il va s'entendre parler, retranscrire ce qu'il va lui-même avoir dit. Ça va lui faire perdre de ses capacités d'écoute. Rappelez-vous, écouter, c'est déjà répondre. Donc, non, j'y suis très défavorable en matière de pratique expertale. Je dis d'ailleurs que ça nécessite que l'accord soit pris par tout le monde. J'ai même vu certains de mes confrères qui dictent leur compte rendu pendant la conduite de la mission, donc ils s'interrompent et ils dictent à leur secrétaire, à leur machine, tu mets ci, tu marques là, puis c'est pas du tout de bonne pratique, c'est pas la façon de faire. L'expert, il doit être centré sur le propos, sur ce qui se dit, sur les échanges, sur les investigations, mais ce n'est pas du tout le moment de sortir son dictaphone. Il le fera quand il sera seul. Donc, non, j'y suis pas du tout favorable. Pour rebondir, j'ai même un expert judiciaire que je connais, dont je tairai le nom, qui rédige ses comptes rendus avant la réunion. C'est-à-dire qu'il arrive, il lit son compte rendu et il nous demande de réagir par rapport à un compte rendu d'une réunion qui ne s'est pas produite, puisque c'est celle qui se produit. Voilà, pareil. Il y a une question qui est rigolote, enfin qui est pas rigolote, pardon, c'était une anecdote rigolote. Question, quid des honoraires en cas d'annulation du rapport? Peut-on réclamer le remboursement des frais? Si oui, comment, monsieur Azema? Avant même l'annulation du rapport, par exemple, dans un arrêt du 6 juillet 2020, la deuxième chambre civile a admis qu'un expert pouvait être privé de toute rémunération lorsqu'il s'était livré à un travail qui ne correspondait pas à ce qui lui avait été demandé et qui était dépourvu de toute utilité. Un autre arrêt qui est plus ancien, de 1993, c'est un expert qui ne pouvait prétendre à aucun remboursement de somme ou de frais qu'il avait engagés et aucun honoraire en raison du retard mis à déposer son rapport, et alors qu'il avait été avisé de son remplacement. Si le rapport est annulé, il faudra introduire une action en responsabilité civile et demander le remboursement des sommes versées. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vous rappelle que vous pouvez prendre le micro et prendre la parole. Pourquoi les conseils sont-ils rétifs à utiliser Opalex? Alors, c'est vrai qu'il y a toujours des sujets, il y a des experts qui n'aiment pas Opalex et il y a des avocats qui n'aiment pas Opalex. Je ne sais. Je pense que c'est une situation qui évolue. C'est à nous, experts, d'être didactiques. Moi, aujourd'hui, je peux vous donner mes propres chiffres sur les missions que je conduis, à une exception près d'une de vos consoeurs qui refuse obstinément. La totalité des avocats que j'ai placés qui sont placés dans la totalité de mes missions utilisent Opalex. Il m'arrive quelquefois d'expliquer à la première réunion technique l'intérêt. Et ça se passe très bien. Et j'ajoute que j'ouvre les droits Opalex au conseil technique, mais, car il y a un mais, je n'autorise le dépôt des pièces que par les avocats. Je tiens à ce que la relation entre la partie et moi reste par le truchement de l'avocat qui doit continuer à faire son métier pour que je remplisse bien ma fonction. Mais c'est une pratique qui est en train d'évoluer. En tout cas, moi, j'en suis à ce stade-là. Pour monsieur le juge, quid d'un rapport ou d'une note de synthèse qui recopie intégralement des passages ou un rapport d'un expert amiable? Qu'en pensez-vous, monsieur le juge? Oui, la question, je l'ai vu dernièrement pour un arrêt de la Cour de cassation qui reprochait à un arrêt d'une cour d'appel de recopier des conclusions d'un avocat. Donc c'est la même chose. On ne peut pas considérer que l'arrêt de la cour d'appel constitue une décision judiciaire et on ne peut pas considérer que cet avis de l'expert soit son avis. Donc il y a une difficulté. Oui. D'accord. Les experts techniques assistant les parties, non, ce ne sont pas des parties.
Pour moi, je les qualifie de partenaires, puisqu'ils sont partenaires à l'expertise, et les parties sont seules celles qui sont portées dans l'ordonnance, ça c'est évident. Mais le conseil technique, assistant de partie, conseil technique, est une partie que je place en deuxième rideau, si je puis dire. Mon interlocuteur doit rester l'avocat. Il y a d'autres questions à poser, c'est le moment. Alors, j'espère que vous pourrez faire vos retours sur cette formation, puisque nous, que ce soit… je parle en vos noms, messieurs. On a pris beaucoup de plaisir à faire cet exercice un petit peu inédit. Donc, sur le triptyque, justement, bon, cette fois-ci, on l'a centré sur l'expertise, mais on peut le transposer à plein d'autres sujets. Donc, ça nous a semblé être intéressant et je tenais à remercier particulièrement monsieur l'expert et monsieur le juge qui ont accepté de jouer le jeu, puisque le but du jeu, c'était d'être assez critique, vous l'avez compris, et de rentrer directement sur les points qui font mal. Et dernière question, à partir de quand peut-on considérer qu'un expert fait du droit? Quid de l'interprétation? Thierry, peut-être ou... Oui, ça dépend en fait de la question technique qui se pose au juge. Il y a des questions qui peuvent être à la limite du droit et du questionnement technique. L'expert doit être, à mon sens, très prudent dans son rapport, justement pour éviter cette critique d'empiéter sur les prérogatives du magistrat. Oui, sur un bail, c'est moi ma spécialité. Sur l'appréciation du caractère décennal d'un désordre, on va immédiatement rentrer dans une interprétation juridique. Et pourtant, pour que le juge du fond puisse faire son travail, moi, expert, je dois donner un avis. Donc, tout est dans la rédaction. Quand mon avis reste sur des éléments factuels, avec l'explication qui va bien, qui conduit au résultat que je propose, je n'ai jamais de difficulté sur l'usage immodéré de notions de droit, jamais. Si je commence à rentrer sur le terrain de la jurisprudence, c'est un mot que l'expert ne devrait pas avoir à prononcer, ne doit jamais avoir à prononcer. Là, tout simplement. Voilà. Merci à tous. Merci. Merci, bonne soirée. Bonne soirée.